Docteur Hassani Tiroirine, vous êtes DG des laboratoires Mérinal, professeur Azwa Ouleila, néphrologue, chef d'unité hémodialyse au CHU Parnay, vous êtes directrice du laboratoire de recherche stress oxydant, reins et complications. J'ai également le plaisir de recevoir Dr Djelouli Salim, vous êtes maître assistant en pharmacologie au CHU de Blida. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Marhaba bikoum. Alors je disais donc bien sûr que cette table ronde s'articule autour de la thématique Mérinal au service des chercheurs algériens. Je rappelle que Mérinal est un laboratoire à 100% algérien qui compte 1000 collaborateurs et qui produit quelque chose comme 70 millions d'unités par an. Alors pour planter un peu le décor, on va parler bien entendu du projet qui existe aujourd'hui entre votre laboratoire et les laboratoires Mérinal. Mais peut-être avant de commencer, poser une question qui pourrait intéresser les gens qui sont présents et les gens qui nous regardent aussi sur la CIFAL TV. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de chercheur intéresse les jeunes Algériens aujourd'hui? Est-ce que c'est employable, un chercheur? Alors, étant donné que je ne suis plus jeune, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais je vais laisser... Oui, mais vous avez des stagiaires, je peux même vous donner un chiffre. Je plaisante, vous aurez la réponse tout à l'heure. On va y arriver à travers les questions que vous me poserez. Je vous parlerai de ça parce que c'est lié à... Enfin, je vais peut-être poser la question. Voilà, il vaut mieux. Professeur, absolument. Professeur Azouaou. Alors, le métier de chercheur, oui. Finalement oui, c'est très intéressant. Nous, en qualité d'hospitalo-universitaire, on a notre rayon recherche et c'est un chapitre très important et très intéressant. C'est employable, un chercheur? Oui. Je pourrais vous poser la question à vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le métier de chercheur... Rapprochez votre micro. Bon, le métier de chercheur, à ne pas confondre avec le métier d'enseignant. Généralement, ce qu'on a en Algérie, c'est des enseignants-chercheurs. Et ce sont deux métiers qui sont, c'est vrai qu'ils sont liés, mais ils sont différents. Mais actuellement, avec toutes les dispositions qui sont mises en place, on espère commencer à avoir une recherche qui a une application. Donc c'est d'abord une démarche personnelle, une volonté et une implication personnelle, mais on espère que dans le futur, que cette démarche aboutisse à des recherches concrètes applicables sur le terrain. En fait, je vous pose aussi un peu cette question parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chercheurs se plaignent du fait qu'il n'existe pas de critères de recrutement du chercheur. Est-ce qu'on a aujourd'hui des critères de recrutement ? Je pense qu'on va essayer d'en parler après la présentation du laboratoire et quels sont les moyens qui ont été mis à la disposition des chercheurs algériens. Je dirais que quand même notre tutelle est là pour nous aider à élaborer des travaux de recherche et des projets de recherche. Donc je pense qu'on pourra en parler au cours du débat et on pourra vous expliquer les procédures administratives et les procédures à suivre pour être chercheur et quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des jeunes pour pratiquer la recherche en Algérie. Oui, alors il faut dire que la réalité aujourd'hui, c'est que les chercheurs algériens se plaignaient très souvent de l'absence de conventions ou de programmes qui aient un impact, un impact réel, c'est-à-dire il y a peut-être des conventions comme ça ponctuelles, mais il n'y avait pas, jusqu'ici en tout cas, des conventions ou de programmes qui ont un impact réel. Aujourd'hui, ça commence un peu à changer. En l'occurrence, le projet dont nous parlons aujourd'hui... Oui, si je peux intervenir. Donc en fait oui, c'est quasiment une première parce que nous avons été approchés par le professeur Azouaou et son équipe et on a tout de suite dit oui. Pourquoi on a dit oui? Parce que de toutes les façons, ça correspondait aussi à... C'était cohérent avec notre vision du partenariat avec les universités. On avait commencé il y a déjà 5 ans avant de signer les premières conventions avec les universités, puisque nous avons reçu près de 960 étudiants. Ça, c'est pour des stages? Voilà, pour les stages. Et toujours dans la cohérence, nous avons tout de suite dit oui à la proposition du laboratoire de recherche dirigé par le professeur Azouaou. Donc, un peu pour planter le décor, il faut savoir que dans les recherches bilatérales, dans les pays qui pratiquent ça, il y a 3 types de collaboration. Il y a ce qu'on appelle la prestation, c'est-à-dire c'est un industriel qui a un besoin et qui charge un laboratoire de recherche de lui
régler cette problématique ou de répondre à ce besoin-là. Ça s'appelle la prestation. Il y a aussi un autre type, c'est ce qu'on appelle la recherche collaborative. C'est-à-dire qu'il s'agit de participation financière du laboratoire pharmaceutique ou de l'industriel, qui met à disposition ses finances pour financer une recherche orientée pour répondre à ses besoins. Et il y a la troisième façon, c'est ce qu'on appelle la recherche collaborative. Et c'est sur ça que nous sommes partis avec le laboratoire du professeur Azouaou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons aussi être, en tant que laboratoire Mérinal, avec nos pharmaciens, nos ingénieurs et nos techniciens, partie prenante dans certaines étapes du développement de cette recherche. Bien sûr, en mettant à disposition les moyens industriels de Mérinal, l'outillage et aussi les matières premières et excipients nécessaires au bon déroulement de cette recherche. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit aujourd'hui? Alors, il y a une collaboration entre votre laboratoire et entre Mérinal. Il s'agit de quoi? Avant de commencer la collaboration, je vais vous présenter un petit peu le laboratoire et les objectifs du laboratoire. Le laboratoire de recherche stress oxydant rein et complications associées, c'est un laboratoire de la faculté de médecine de l'université d'Alger 1. Oui. Donc, sur arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, qui a été signé par le directeur général de la recherche scientifique, après avis de l'agence thématique de santé, et sur proposition du recteur de l'université d'Alger 1. Alors, le laboratoire de recherche a commencé à partir de la fusion de 4 équipes de recherche multidisciplinaires, dont le but commun est de promouvoir la recherche pour les sciences médicales et pharmaceutiques. Et le point qui nous lie, c'est le stress oxydant. Le stress oxydant, que ce soit dans le cadre cellulaire, tissulaire et organique. Actuellement, le laboratoire abrite 7 équipes de recherche multidisciplinaires. À la base, moi, je suis néphrologue. Nous avons des néphrologues, des cardiologues, des radiologues, des hématologues. Il y a aussi la collaboration de l'équipe de la faculté de pharmacie. Nous avons des pharmacologues, et des médecins galenistes et des microbiologistes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est de promouvoir la recherche en Algérie. Ceci dit, nous avons aussi la collaboration des chercheurs d'autres universités et même des chercheurs sur le plan national et international. Alors, les objectifs du laboratoire, c'est promouvoir la recherche en Algérie. Nous avons beaucoup de projets de recherche. Nous aidons les jeunes doctorants à établir des projets de thèse et à soutenir leurs projets de thèse. Le laboratoire consolide la formation médicale continue, il consolide aussi le développement professionnel santé. Nous organisons des journées de sensibilisation afin de présenter nos projets ainsi que les résultats. Et nous collaborons avec des organismes de santé nationaux et internationaux. Et pour certains projets, nous faisons appel à une collaboration avec un partenaire socio-économique pour lequel on est là aujourd'hui. On va vous parler du projet. Juste peut-être pour sensibiliser ou pour vulgariser un peu les gens le stress qui sont ici, absolument. Voilà. Les gens qui nous regardent aussi sur la CIFAL TV, je rappelle que vous pouvez poser des questions sur les réseaux sociaux au cas où vous avez envie donc de poser des questions aux personnes ici présentes à l'occasion de cette table ronde. Est-ce qu'on pourrait rappeler justement les risques liés au stress oxydant? Alors, quand on parle du stress oxydant, on pense au stress de tous les jours que nous, médecins, nous appelons stress psychosocial. Mais ça n'a rien à voir. C'est une agression biochimique des particules de notre organisme par des particules qui sont extrêmement toxiques, qui proviennent de l'oxygène. C'est un petit peu le paradoxe de l'oxygène qui est indispensable pour la vie, mais en même temps toxique. Et pour mieux comprendre les phénomènes, il faut aller au cœur même de la cellule. Tout se déroule à partir d'une molécule d'oxygène qui est transportée par les globules rouges, qui va arriver à la mitochondrie. C'est là où il y a la synthèse de l'ATP, qui est indispensable à la vie. Donc l'oxygène va passer par plusieurs étapes, et là, il va s'oxyder. Il y a la création des radicaux oxygénés. Ces radicaux oxygénés, dès qu'ils vont sortir de la mitochondrie, ils vont attaquer l'environnement cellulaire. Donc ils vont oxyder des lipides, des protéines, et ils peuvent même provoquer la cassure d'ADN. Et quand on parle de cassure d'ADN, c'est carrément la mort cellulaire. Alors, dès que vous avez ces radicaux oxygénés qui sont là, vous avez l'apparition
des maladies non transmissibles, les maladies inflammatoires, les maladies du siècle actuel, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques et autres. Mais heureusement qu'il existe dans l'organisme un système de défense antioxydant qui arrive à catalyser ces radicaux oxygénés. Donc il y a une homéostasie. Dès que cette homéostasie est dépassée, donc on a le phénomène du stress oxydant et on a toutes les maladies qui sont engendrées par ce stress. Et donc nous, le but de ce laboratoire, c'est d'étudier plus précisément ce stress oxydant et lutter, lutter absolument contre. Voilà. Justement, alors pour revenir un peu sur la convention, le but est de développer un traitement contre le stress oxydant, c'est ça? Exactement. Le but est de développer un traitement contre le stress oxydant. Et en fait, ce que ne dit pas aussi le professeur Azouaou, c'est que son idée est venue aussi de son interaction avec ses patients. Parce qu'en fait, voilà. On va revenir. Voilà, donc c'est surtout le résultat d'une expérience de praticienne qui l'a conduite un peu à ça. Et c'est comme ça qu'on a abordé le sujet ensemble de ça. Oui. Docteur Djelloul, alors qu'est-ce que vous pensez de ce rapport justement qui est aujourd'hui très important, hein, qu'on peut avoir entre les scientifiques et l'industrie, c'est-à-dire tisser des liens aujourd'hui entre l'université et le monde de l'industrie? Bon, il est important pour nous, en tant qu'universitaires, d'avoir un lien direct avec notre environnement. On ne peut pas faire de la recherche juste pour la recherche. Il faudrait qu'il y ait une application. Et cette application, c'est en fonction du besoin qu'il y a dans notre environnement. Donc, nous, on a besoin d'accompagnement, d'accord, pour faire notre recherche. Et les industriels ont besoin de notre recherche pour se développer. Et il est intéressant d'avoir cette synergie entre industriels et universitaires afin d'orienter la recherche à des applications pratiques qui peuvent être concrétisées par la suite. Donc on ne fait pas juste la recherche pour mettre nos travaux dans des tiroirs ou juste pour les publier, on fait de la recherche pour avoir un aboutissement aussi sur le terrain. Et ça, c'est très important pour nous en tant qu'universitaires et important aussi pour notre environnement, les Justement, on a peut-être tendance à parler beaucoup, hein, des besoins des chercheurs, mais en réalité, même les industriels ont besoin de chercheurs aujourd'hui, parce que pour assurer une pérennité de production, aujourd'hui, on est obligé d'être dans un chemin d'innovation, et donc on a besoin des chercheurs aussi. Bien sûr, c'est obligatoire, parce que là, actuellement, on va dire que l'industrie pharmaceutique en Algérie a plus ou moins... Enfin, elle a connu cette dimension actuelle tout au long de ces 20 années, où on a surtout fabriqué du générique et on commence à fabriquer des molécules innovantes, mais on n'a pas de molécules qui sortent de nos laboratoires. Donc ça nous laisse quand même dépendants de l'étranger. Et ce pas que nous avons initié ensemble, même si c'est pas le plus grand pas de la Terre, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de rentrer dans ce process positif de recherche et de collaboration avec des chercheurs algériens. Ça finira par aboutir. Oui. Professeur Azouaou, pour revenir justement sur votre objectif, tout à l'heure vous en avez touché un mot, c'est justement d'arriver à une association de malades, c'est ça? Alors, concernant le projet, c'est la collaboration entre le laboratoire stress oxydant rein et complications associées et les laboratoires Mérinal sur l'innovation d'une association thérapeutique, donc une thérapie traditionnelle, déjà connue, qui a montré ses preuves, associée d'un antioxydant. Au fait, il y a eu beaucoup d'études là-dessus où ils ont démontré l'intérêt de l'association d'un antioxydant à une thérapie traditionnelle dans le cadre d'augmenter l'effet de cette thérapeutique et pour, bien sûr, diminuer l'effet à long terme. Ce qui fait que nous avons pensé à créer cette association pour les patients atteints d'une néphropathie diabétique qui complique vers l'insuffisance rénale chronique. Pourquoi la néphropathie diabétique type 2? Parce que c'est la complication qui cause le plus souvent d'insuffisance rénale terminale.
la moitié de nos patients ont une insuffisance rénale chronique terminale en rapport avec une néphropathie diabétique. Il faut savoir qu'au cours de ces dernières années, la néphropathie diabétique a eu une augmentation très importante en rapport avec le mode de vie actuel, c'est-à-dire avec l'obésité, la sédentarité et autres. Ce qui fait que les patients qui vont développer cette insuffisance rénale chronique terminale, ils vont dégrader leur fonction rénale et ils vont compliquer par des complications cardiovasculaires. Et quand on parle de complications cardiovasculaires, donc il y a un taux de mortalité et morbidité élevé. Ce qui fait que nous sommes vraiment intéressés à cette association. C'est par rapport surtout aux patients. C'est une maladie qui a de lourdes conséquences humaines et socio-économiques. Alors, c'est des malades qui viennent en consultation de néphrologie très, très fragiles. Déjà, de là à vivre avec un diabète, c'est pas très facile, c'est pas facile pour le patient, parce que c'est un bouleversement au niveau de sa vie quotidienne, avec le régime alimentaire qu'il doit prendre et avec les antidiabétiques et l'insuline. Mais de là à lui annoncer un jour qu'il a une insuffisance rénale, ça par contre, c'est carrément sa vie qui bascule. Et donc il vient voir le néphrologue dans l'espoir de trouver une guérison. Mais malheureusement, le néphrologue, tout ce qu'on peut lui proposer, c'est juste un traitement conservateur. On peut traiter, on peut stabiliser sa tension, on peut, disons, stabiliser son diabète. Mais pour traiter cette insuffisance rénale chronique, c'est pas évident. Et du coup, on se retrouve devant cette impasse thérapeutique. Et vu que l'évolution de cette pathologie, elle est imprévisible, bien sûr, parce qu'il peut dégrader sa fonction rénale rapidement, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, notamment environnementaux, toxiques et autres. Et à partir de là, le fait de se retrouver devant un malade et on n'arrive rien à nous donner, donc on a pensé éventuellement à cette association moléculaire. Oui, justement, vous anticipez un peu sur ma question. Ouais. À quel moment, justement, ce projet de partenariat avec un partenaire socio-économique s'est imposé? À quel moment vous avez éprouvé le besoin d'aller vers eux? Alors, le besoin de cette collaboration, je peux vous dire que nous avons reçu toutes les aides nécessaires de la part de notre tutelle concernant la création du laboratoire et le fonctionnement du laboratoire, que ce soit de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, la Direction générale de la recherche, et les deux facultés de médecine ainsi que de notre correctorat. D'ailleurs, il y a un budget alloué au fonctionnement du laboratoire et un budget d'équipement de laboratoire. Mais pour mener ce genre de projet, c'est des projets quand même très importants, nous avons eu besoin quand même de faire appel à un partenaire socio-économique qui a l'expérience, bien sûr, dans la matière, et il fallait y avoir une expérience, il fallait avoir les moyens. Et à partir de là, nous avons fait appel à certains partenaires socio-économiques où nous n'avons pas eu de réceptivité de leur part. Et il y a 3 mois, nous avons été très bien reçus par l'équipe des laboratoires Mérinal. On leur a présenté le projet et puis il y a eu un écho favorable. Ils ont accepté de collaborer rapidement avec nous. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Alors, est-ce que ça peut être un prélude, j'anticipe un peu, peut-être ça devrait être la conclusion, mais j'ai envie de poser cette question tout de suite. Est-ce que ça peut être un prélude, justement, parce que, encore une fois, pour poser la problématique de la recherche, on cherche souvent des monitorings, on cherche un subventionnement. Est-ce que ça peut être un prélude pour d'autres projets, justement, de recherche pour Mérinal? Bien sûr, bien entendu. Ce type de projet, nous ne pouvons que les applaudir. De toutes les façons, nous, actuellement, à ce stade, parce que c'est un premier projet, à partir de ce premier projet, les objectifs attendus de la part de Mérinal à ce stade de ce premier partenariat sont à un niveau. Mais lors d'un prochain partenariat, ils peuvent être à un niveau encore plus élevé. Donc, oui. On est à la recherche de ce type de partenariat. Bien sûr. Oui. Docteur Djelloul, alors on parle bien entendu d'un médicament qui viendrait en aide justement à des malades souffrant de néphropathie diabétique. Est-ce que un médicament, c'est un long processus à fabriquer? Est-ce qu'on pourrait comprendre avec vous comment ça se passe? Dites-nous un peu comment ça se passe, c'est un long processus. Bien, d'accord. Et quelle est votre part aussi dans ce projet? Très bien. Donc, comme vous le savez, un médicament, ce n'est pas un bien de consommation commun. Donc, c'est un produit qui vient pour des besoins de santé, soit pour guérir ou pour prévenir. Et c'est bien que l'idée initiale soit intéressante,
mais on doit passer par des étapes basées sur un concept scientifique et qui doit respecter aussi une réglementation stricte. Donc on doit respecter toutes les étapes de développement des médicaments. Et ça commence bien entendu par l'identification et la découverte de la molécule, ou comme dans notre cas, de notre association. Et même si l'idée initiale elle est intéressante, on ne peut pas crier directement que voilà, on va appliquer l'association chez nos malades directement. On doit s'assurer d'abord, avant de passer chez l'homme, on doit s'assurer chez des animaux de laboratoire de la pertinence de l'association. Donc on doit vérifier que cette association ou un nouveau médicament apporte une certaine activité et une certaine efficacité d'abord chez les animaux de laboratoire. Et même avec ça, on doit s'assurer aussi d'un minimum de sécurité. On doit s'assurer que notre produit ou notre association n'apporte pas une certaine toxicité. Et on ne peut pas le savoir qu'après ces étapes d'expérimentation. Une fois que toutes ces étapes, ce qu'on appelle les étapes précliniques, ont abouti avec succès, là on va passer à des essais cliniques, à des essais chez l'être humain et dans lesquels on doit confirmer l'intérêt de la molécule ou l'intérêt de l'association dans notre cas et donc son intérêt dans la prévention des complications des maladies chroniques et suite à ça seulement qu'on peut aboutir à identifier l'intérêt de cette association et c'est juste après ça, après les essais cliniques, qu'on pourra obtenir l'autorisation de commercialisation du produit. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui vers la fin, enfin on n'est pas tout à fait à la fin, mais peut-être pour conclure, quels sont les objectifs attendus de cette collaboration, professeur ? En fait, les objectifs attendus de cette collaboration, donc c'est pour le malade. Donc on est là pour le malade. Donc on espère quand même qu'on pourra arriver à diminuer le taux d'insuffisance rénale chronique, diminuer le taux de complications de la néphropathie diabétique. Si on arrive à ça, on pourra quand même diminuer le taux de complications cardiovasculaires, ce qui fait qu'on arrivera quand même à diminuer le taux de morbidité et de mortalité. On essaiera plutôt d'aller vers la médecine préventive. C'est une médecine qui coûtera beaucoup moins cher, donc un coût de santé moins cher. Et puis, ce qui est bien dans cette collaboration, c'est plutôt cette collaboration multidisciplinaire, que ce soit entre cliniciens, entre pharmaciens, et intersectorielle, qu'on fasse appel à des professionnels de santé, des entreprises pharmaceutiques. C'est une très belle collaboration, donc on est vraiment épanoui dans ce domaine et on peut dire qu'on est même arrivé à l'épanouissement scientifique. Donc on espère que cette aventure continuera et puis qu'on aura quand même des résultats intéressants. Voilà. Même question pour vous. Oui, merci. Donc oui, on est là pour au moins 2 ans, là, en principe. Donc pour rebondir sur votre question sur les objectifs, je vous disais tout à l'heure qu'à cette étape, on va dire de début, il y avait plusieurs paliers d'objectifs. Donc notre objectif en tant que laboratoire pharmaceutique va revenir à votre toute première question à laquelle je vous disais que j'allais répondre. Donc en fait, nous avons 2 objectifs principaux. Le premier objectif, puisqu'on est dans la chimie, c'est d'être le catalyseur des vocations des jeunes étudiants pour aller vers la recherche. Pourquoi ? Parce que une fois que ça va se passer, que ça va se dérouler, les jeunes vont pouvoir voir qu'il est possible d'embrasser cette carrière et qu'il y a des débouchés. Et surtout, c'est que la recherche n'est pas forcément synonyme d'expatriation. Ça, c'est le premier objectif. Oui. Le deuxième objectif, c'est qu'on soit beaucoup copié par nos collègues industriels. C'est qu'on crée l'émulation, que ça donne envie aux autres industriels de franchir le pas, de voir que c'est possible, de voir que c'est un process dans lequel on rentre. On n'a pas la garantie des résultats, mais toute cette procédure que nous allons lancer finira par apporter quelque chose, que la molécule puisse donner des résultats
ou pas. Mais c'est tout ce process-là. Donc le deuxième objectif, pour le résumer, c'est de créer l'émulation chez les autres chercheurs et les autres entreprises. Donc pour l'instant, nous avons en tant qu'entreprise, en tant que laboratoire Mérinal, 2 objectifs. Donc vous voyez que je ne vous parle même pas des résultats de la recherche. Oui. Voilà. Alors peut-être une dernière question pour vous trois en tout cas, puisqu'on parle du market access dans ce CIFAL. Pour conclure, est-ce qu'on est conscient aujourd'hui qu'être dans la technicité et être dans la science, c'est aussi être dans l'éthique de demain? Parce qu'on n'arrête pas de parler d'innovation comme étant aujourd'hui, j'ai envie de dire presque le traitement salvateur pour les populations, puisque c'est prouvé aujourd'hui que ça améliore la qualité de vie, ça améliore la survie. Est-ce qu'on est conscient de cela? Je résume. Lorsqu'on est dans la technicité et la science, on est dans l'éthique de demain. Vous voulez? Oui, pour les trois, pour terminer. Je pense qu'on ne peut pas dissocier tout ce qui est... Rapprochez votre micro. Alors je pense qu'on ne peut pas dissocier tout ce qui se passe dans notre environnement, l'éthique et la technicité. Tout ça doit être, comment dirais-je, doit être pris en considération et doit être considéré. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'aider nos malades. Et on ne peut pas le faire sans avoir un minimum de technicité pour aller de l'avant, avoir de l'éthique, bien sûr, pour mener à bien nos travaux de recherche. Les équipes de recherche et les partenaires socio-économiques sont conscients de ça et on a besoin de ça pour aller de l'avant dans le but d'aider notre population et nos malades. Oui, professeur Azouav. En fait, moi, je dirais que oui, c'est clair qu'il doit y avoir de l'éthique par rapport à tous les projets de recherche, ça c'est très important. D'ailleurs, même quand on arrivera à l'essai clinique, les patients devraient signer quand même, ils devraient signer qu'ils sont d'accord pour également participer à ce genre d'études, etc. Et puis, concernant les résultats attendus de cette étude, on espère qu'on pourra quand même apporter quelque chose pour nos malades. Et j'insiste surtout sur la médecine préventive, parce que tous les acteurs de santé s'entendent sur le fait que la médecine de demain, c'est une médecine préventive et qu'elle donnera une grande autonomie aux patients. Et c'est le patient lui-même qui doit gérer cette pathologie. Mais pour arriver à ça, il faut bien sûr lui donner les moyens de diagnostic et de prévenir. Donc si on arrive quand même à avoir cette nouvelle molécule, on arrivera à nos résultats, je pense que quand même, ça sera quelque chose pour notre recherche. Hein. Et tout ça, ça a commencé à partir d'une collaboration. Et il ne faut pas oublier aussi une collaboration multisectorielle. Et il ne faut pas oublier aussi notre tutelle qui quand même nous a aidés à créer tout ça et à travailler ainsi. Il y a des textes pour ça, pour les collaborations et pour le reste. Voilà. Oui, docteur Théorine. Alors, pour répondre à votre question sur l'éthique, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc voilà. Oui. Merci à vous trois d'avoir animé cette table ronde. Je ne sais pas si on peut prendre des questions de l'assistance. Alors des questions peut-être sur la recherche. Pas de questions. Ah ouais. Oui. Alors un micro-baladeur s'il vous plaît. Avant de passer, étant donné que des étudiantes en pharmacie, et avant de passer aux problématiques de la recherche, normalement, il y a des critères qui qualifient un pharmacien à un autre. Donc, quelles sont les étapes pour être un pharmacien qualifié? Voilà. Ça, c'est une question pour toi. Des questions. Ça veut dire quelques conseils pour être un pharmacien qualifié. Alors, en tant qu'enseignant en pharmacie, le conseil que je vous donne, si vous êtes étudiante en pharmacie ou jeune pharmacienne,
vous êtes jeune, il faut continuer à apprendre. C'est le conseil qu'on m'a donné quand j'étais étudiant. Même si vous avez terminé vos études, les vraies études commencent lorsqu'on termine les études. D'accord. Même si vous terminez les études, commencez ou approfondissez. Il faut construire votre carrière et construire votre compétence. Quand vous terminez vos études, vous avez le diplôme, vous avez les prérequis. Sur ces prérequis, il faut construire votre compétence, quel que soit le domaine dans lequel vous allez chuter ou vous allez travailler. Il faut construire votre compétence à partir de ce que vous avez appris à l'université. Ce qu'on vous apprend à l'université, c'est juste les prérequis. Et à partir de là, vous allez construire et vous allez former la pharmacienne de demain que vous allez être. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'autres questions? Pas de questions? Oui. Alors d'abord, merci pour votre table ronde. C'était très intéressant par rapport au contenu. Je vous remercie chacun de vous. Et puis je vous pose la question qui est la suivante. À titre personnel, en tant que biologiste, j'aimerais savoir, et en rapport avec la question précédente, justement, des prérequis. Tout au long de notre formation, on est beaucoup plus formé de manière théorique, alors que dans la recherche, il faut aussi avoir de la technique et de la pratique. Donc ma question, c'est quels sont les centres de recherche qui sont les plus appropriés justement à former des jeunes qui sont diplômés ou en voie d'être diplômés? Je pourrais répondre à cette question. Donc, en qualité de directrice de laboratoire de recherche de la faculté de médecine, notre laboratoire, il siège au niveau de la faculté de pharmacie. Donc, nous avons un local et nous sommes en train d'équiper le laboratoire avec du matériel. Et on a fait même la commande de réactifs. Donc, on commencera d'ici la fin de l'année. On va essayer de commencer à travailler. Et j'invite tous les jeunes étudiants qui veulent faire de la recherche à venir travailler avec nous. Voilà. Je vous en prie. Un mot? Oui. Alors, Oui. je peux rajouter un mot. Donc, c'est vrai que les systèmes diffèrent entre biologie, pharmacie, médecine, etc. Mais dans chaque université, il y a ce qu'on appelle les laboratoires de recherche. D'accord? À ne pas confondre avec les laboratoires pédagogiques. Dans votre cursus, vous avez appris, vous avez fait des TP, etc. Mais il y a ce qu'on appelle les laboratoires de recherche. Et si vous voulez faire de la recherche, il faut s'inscrire dans les projets de recherche apportés par ces laboratoires. C'est là où vous allez comment dirais-je, entreprendre un projet et tracer votre chemin de chercheur. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce projet. On vous souhaite bon vent en tout cas. Merci. Merci à vous trois. Merci à vous également.